Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais commencer ce podcast en remerciant toutes les personnes qui sont venues me faire un petit message sur Instagram, me donner des suggestions d'idées. Si vous aussi il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou bien des questions que vous vous posez, n'hésitez pas en fait à m'envoyer un mail ou bien juste me dire un petit coucou sur Instagram parce que pour moi, en fait, ça m'aide vraiment à prévoir, en fait, la suite des épisodes. Et aussi, j'en profite juste de dire que, maintenant, ça fait depuis quelques semaines que, assez régulièrement, je fais des lives sur Instagram. C'est hyper chouette et surtout, ça permet, en fait, d'interagir directement avec vous. Vous pouvez poser vos questions, faire des remarques. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur cette plateforme-là et que c'est une plateforme que vous utilisez, venez me retrouver. C'est vraiment Only Up to You Coaching ou Jennifer Pitchy et en principe, vous allez reconnaître la photo parce que c'est la même que pour ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la psychogénéalogie. C'est un sujet que j'ai abordé justement dans le cadre d'un live avec Aurélia Monaco, dont je vous ai déjà parlé sur ce podcast. Et il a suscité pas mal d'intérêt, pas mal de questions. On avait vraiment abordé l'angle de est-ce que la psychogénéalogie aurait un lien aussi avec parfois des mécanismes d'autosabotage. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était d'expliquer un petit peu la psychogénéalogie. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les avantages de la psychogénéalogie ? D'où ça vient aussi ? Quelles sont les limites de la psychogénéalogie ? Et puis peut-être, je sais pas, susciter chez vous un petit peu de curiosité pour peut-être faire un travail d'introspection sur vous et votre histoire avec votre famille et remarquer si peut-être vous avez aussi hérité, et sûrement que vous avez hérité de beaucoup de choses qui viennent de votre famille, de vos ancêtres, etc. Alors, la psychogénéalogie, c'est une méthode qui a vu le jour et qui a été popularisée par une psychologue psychanalyste qui s'appelle Anne Ancelin-Schutzenberger, qui était professeure à l'université de Nice, et elle a écrit le livre Aïe mes aïeux qui a été paru en 1993 ou 93 pour les Suisses. Dans ce livre, en fait, elle raconte l'histoire d'un de ses patients qui s'appelle François et qui souffre depuis des années d'un syndrome de Raynaud, donc c'est un problème de circulation sanguine et de maux de gorge. Et ils n'arrivent pas à expliquer vraiment l'origine de ces troubles et durant une séance, en fait, ils commencent à aller explorer un petit peu l'histoire de la famille de François et ils réalisent qu'il a aussi un ancêtre aussi prénommé François qui a été guillotiné 170 ans, jour pour jour, avant la naissance du François Donc, le François ancêtre est guillotiné le même jour où 170 ans plus tard, le François du présent est né. Et en fait, après avoir discuté, simulé l'épisode, elle rapporte que les symptômes de François se sont dissipés et ont disparu. Et ce que l'on remarque, et peut-être que pour certaines personnes, ça peut être une histoire un petit peu farfelue, trop tirée par les cheveux. Généralement, la psychogénéalogie est plus expliquée et parlée comme étant une approche qui permet de faire émerger des schémas récurrents dans une famille, qui peuvent par exemple se manifester par le fait que tous les couples, le premier enfant est toujours un garçon. Ou bien, et sans plaisanterie, avant d'enregistrer cet épisode, j'étais au téléphone avec un nouveau client qui me dit que dans sa famille, beaucoup des hommes de sa famille, de la lignée de son père, ont eu un accident de moto aux alentours des 40 ans. Donc la psychogénéalogie, elle va aller repérer peut-être des similitudes, des répétitions qui se passent d'une génération à l'autre. C'est un aspect. Un autre aspect de la psychogénéalogie, c'est aussi tout ce que l'on transmet à nos enfants, nos petits-enfants, etc., sous la forme de valeurs, de convictions, de croyances, de philosophie de vie. Et je dirais qu'à titre personnel, c'est plutôt avec cet aspect-là de la psychogénéalogie que j'ai le plus travaillé ou lorsque l'on commence à faire ce travail plus en profondeur, quelles sont les croyances qui sont en jeu, quelles sont la philosophie, la manière de voir certains aspects, les consultants se rendent compte que en fait,
C'est un état d'esprit qui peut appartenir à des générations et des générations et des générations, etc. Un autre aspect de la psychogénéalogie, c'est vraiment un petit peu juste pour expliquer en gros la psychogénéalogie, comment elle peut être utilisée et à quoi elle peut servir. C'est par exemple des phrases dans la famille, nous on a des caractères de cochon, c'est comme ça. Enfin bref, il peut y avoir aussi une part de la psychogénéalogie qui est tout simplement transmise oralement à travers les histoires que l'on rapporte, que l'on transmet des différents membres de la famille et qui du coup, on peut supposer et mettre l'hypothèse, s'intègrent dans la construction identitaire des personnes. Maintenant, et peut-être que c'est une question que vous êtes en train de vous poser, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas une part de génétique ? Alors, premièrement, moi je ne suis pas une spécialiste en génétique, mais j'ai quand même été faire un peu un tour de piste pour aller voir qu'est-ce qui se dit maintenant au niveau de la variance explicative par rapport aux gènes et ensuite la variance explicative par rapport aux facteurs environnementaux. Il n'y a pas encore d'études, ou en tout cas j'en ai pas trouvé, faites spécifiquement sur la psychogénéalogie parce que, et il faut quand même le dire, dans le cadre purement scientifique, cette approche-là est lourdement critiquée parce qu'on ne peut pas prouver en fait sa validité au-delà de juste voilà, il y a des choses qui se répètent d'une famille à l'autre. Maintenant, est-ce que c'est statistiquement significatif? Comment est-ce qu'on peut prouver que ce n'est pas juste des coïncidences, etc. Donc on va dire que au niveau empirique, la psychogénéalogie ne fait pas encore partie des sujets qui sont traités avec sérieux. Et aussi, quand même important de le dire, il y a beaucoup de dérives sectaires qui impliquent cette approche-là, dans le sens que, comme on est sur des explications de comportement de soi qui pourraient découler de choses qui ne nous appartiennent pas, on rentre un peu dans le règne de l'inexplicable, il y a des choses qui sont plus grandes que vous, qui sont là en train de vous influencer, et voilà, on peut vite comprendre comment cela peut tout d'un coup donner place à un discours, glisser sur un discours un peu sectaire. Maintenant, à nouveau, c'est juste un outil qui est utilisé à des fins autre que juste purement aider, éclairer la personne sur sa compréhension de soi. Et je dirais que c'est là où moi je place vraiment la limite de manière générale. Plutôt que de critiquer les outils, je dirais qu'il faudrait vraiment avoir un œil sur le thérapeute qui utilise l'outil et de juste comprendre si l'intention du thérapeute est vraiment d'autonomiser la personne qui vient le ou la consulter, ou bien de lui apporter des réponses dont seul lui ou elle a les clés ou les accès. Et si on est dans le cas de figure de la deuxième approche, et ben là on peut potentiellement arriver dans des dynamiques d'accompagnement qui sont, selon mes critères, bien entendu, toxiques et malsains. Du coup, pour répondre à la question quelle est la part de variance expliquée génétiquement dans le sens de ok, est-ce que ce tempérament, cette personnalité, ce trait de caractère est expliqué par la psychogénéalogie ou bien juste tout simplement par la génétique? Dans ce sens-là, il n'y a pas d'études qui sont faites à proprement parler sur la psychogénéalogie pour les raisons que je viens d'expliquer. Par contre, on a pas mal d'études qui sont faites au niveau de la transmission génétique et souvent, elle s'est faite avec des jumeaux hétérozygotes, monozygotes. Et donc, dans les estimations, on a quelque chose qui va de l'ordre du 16% à 40% selon certaines études pour certaines maladies. Pour la personnalité, beaucoup d'études disent que c'est peut-être autour des 50% qui expliquent en fait certains traits de personnalité, certains traits de caractère. Et moi, lorsque j'étais aux études de psychologie, on parlait de quelque chose autour des 30%. Donc voilà, c'est pour vous donner aussi un peu une idée de tiens, il y a des facteurs génétiques, ou en tout cas, il semblerait qu'il y ait un aspect génétique pur qui soit aussi là et en jeu. Maintenant, et c'est juste pour un peu expliquer qu'est-ce qu'on entend par variance explicative, c'est vraiment la proportion d'un phénomène qui est explicable que par le simple fait qu'il y ait ces gènes-là. Et c'est pour ça que les études faites sur les jumeaux sont si importante parce que comme les jumeaux monozygotes partagent quasiment le même ADN, on est vraiment très très proches, eh bien
toute expression ou non de certains gènes, de certains caractères serait due à l'impact de l'environnement. Donc c'est toujours de prendre conscience qu'on a notre génétique et ensuite on a l'environnement et ces choses-là ensemble ont un effet. Et maintenant où la psychogénéalogie vient apporter quelque chose qui, du coup, donne beaucoup de fil à retordre à ce concept-là de la vie, d'expliquer en fait la psychologie, les maladies, etc., c'est que la psychogénéalogie propose qu'en fait, il y a certaines choses qui outrepassent les facteurs environnementaux et génétiques et qui sont juste des répétitions propres à une famille. Indépendamment de si il y a des gènes partagés ou le même environnement. Et par environnement, ce que cela décrit, c'est soit les mêmes lieux, les mêmes pays et aussi les mêmes périodes de temps au niveau de l'histoire. Parce que même si on vit en Suisse, en Belgique, en France et que toute votre famille a toujours vécu là, c'était pas le même environnement en 2020 qu'en 1800, par exemple. Après, encore faut-il avoir justement l'arbre généalogique avec assez de détails qui remontent à autant de générations. Mais ça existe. Bref, j'en reviens à la psychogénéalogie dans la vie de tous les jours. À quoi ça peut en fait vous servir de peut-être vous poser la question, tiens, est-ce que là, il y a des programmes chez moi, des systèmes de croyances qui en fait ne m'appartiennent pas? Est-ce que je m'impose d'être d'une certaine manière parce que il y a une forme de loyauté familiale. Et je pense que la loyauté familiale, c'est la chose qui est la plus intéressante au niveau de la psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une loyauté familiale? Très simplement et succinctement mis, c'est que en fonction des histoires que l'on a toujours entendues à propos de nos parents, de notre famille, de nos ancêtres, eh bien, par loyauté vis-à-vis de notre communauté de base, d'origine, de notre famille, on va s'empêcher de prendre certaines décisions ou bien d'évoluer outre un certain point. Typiquement, et ça c'est quelque chose que l'on peut voir plutôt chez les femmes, si toute la génération des femmes précédentes ont toujours été à la maison une fois qu'elles sont devenues mamans, on peut remarquer le schéma chez une femme qui a été aux études, qui a fait des études supérieures, qui, le jour où elle devient maman, décide qu'elle doit rester à la maison et dire au revoir à sa carrière. Donc là où je vais apporter la nuance, c'est en tout cas pas dans le fait que si tout d'un coup vous décidez de rester à la maison parce que vous devenez maman, c'est peut-être que c'est parce que c'est de la psychogénéalogie, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, c'est de où ça peut devenir intéressant, c'est si d'un côté il y a l'envie de reprendre le travail et qu'en même temps il y a cette impression d'avoir un interdit, quelque chose qui est de l'ordre, non, ce n'est pas possible, alors que concrètement, oui, c'est possible et faisable. Ça, typiquement, cette impression d'avoir quelque chose qui est bien plus grand, comme une espèce de chape, quelque chose de lourd, c'est généralement des choses qui suggèrent que peut-être il y a quelque chose à aller découvrir au niveau de l'histoire même de la famille. Un autre exemple de loyauté familiale, ça va être dans toutes les croyances, les injonctions de qu'est-ce que ça veut dire de bien travailler. Et comme vous le savez, je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui font des épuisements professionnels et ce que on a pu remarquer, c'est que souvent, en fait, certaines philosophies de travail, de convictions, de croyances par rapport à comment il faut travailler viennent d'états d'esprit qui appartiennent en fait aux années 50, voire même aux années 30. Et quand on commence à regarder un petit peu l'histoire de la famille, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient comme travail, etc., quelles ont été leurs difficultés, ça permet d'éclairer en fait sur le fait que ces convictions-là, à ce temps-là, étaient justes et adaptées au contexte, mais que peut-être là maintenant, en 2020, il faut relâcher, rendre en fait à notre famille ce qui leur appartient et puis créer des nouvelles règles pour soi.
Pour revenir sur l'aspect de loyauté familiale, quelque chose qui peut se passer aussi purement dans une génération, purement là maintenant dans vous par rapport à la génération de vos parents, c'est de remarquer que parfois on peut s'interdire de faire les choses différemment, de changer quelque chose parce que en faisant ça, on a l'impression et on le perçoit comme étant une forme de trahison vis-à-vis des enseignements de la personne, de ce qui nous a été transmis. Par exemple, pour revenir sur la notion du travail, de comment il faut travailler, si on a toujours entendu nos parents dire « mais il faut que tu travailles dur, tu te reposes pas, tu vas jusqu'au bout, au maximum », c'est comme ça que tu vas réussir, et que toi, tout d'un coup, tu te rends compte que peut-être tu n'as pas besoin de travailler aussi dur pour réussir aussi bien, voire même mieux, ça peut créer pas mal de confusion à l'intérieur parce que justement, il y a cette impression de « non, mais si je réussis en faisant différemment de comment on m'a appris, eh ben, je suis en train d'insulter en quelque part tout mon héritage. » Ça peut paraître fou quand je dis comme ça, mais au niveau vraiment purement très très ancré et inconscient, il y a beaucoup de ça qui peut paraître. Une autre chose qui me fait toujours sourire, c'est quand je vais entendre des phrases, par exemple, oui mais nous dans la famille, on est 3 petits points, comme ceci, comme ça là par exemple. Oui, mais toutes les femmes de ma famille, une fois qu'elles ont eu un enfant, n'arrivent pas à perdre le poids. Et ça, ce genre de discours qui est répété et transmis de génération en génération, si vous voulez, ça s'ancre dans l'inconscient. L'inconscient, il va comprendre, ok, bon ben voilà, ça me donne un point d'ancrage, un point de vérité, si on veut bien, à partir duquel, eh bien, je vais peut-être inconsciemment mettre en place plein de mécanismes, plein d'actions inconscientes pour confirmer cette identité-là, cette idée-là qui m'a été transmise parce que c'est familier. Et comme je l'ai répété plusieurs fois dans les derniers épisodes, ce qui est familier est sécurisant. Et ce que je trouve vraiment magnifique en fait avec cette approche de la psychogénéalogie, c'est à quel point on peut se faire embêter par quelque chose d'aussi familier. Et donc, pour conclure et résumer un petit peu cet épisode sur la psychogénéalogie, il y a 2 choses sur lesquelles vous pouvez vous poser. La première, c'est cette impression d'avoir quelque chose qui est plus fort que soi, qui nous pousse à être. Et là, ça peut être un bon indicateur de, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient à une programmation plus ancienne ? Et la deuxième, c'est faire attention à ces phrase que l'on dit à propos de sa famille, de l'identité que l'on a par rapport à sa famille. Dans ma famille, on a toujours été, on a toujours fait, etc. Ça, c'est typiquement de la manière dont ces choses-là sont transmises de manière purement consciente. Je ne peux pas, à ce jour, expliquer comment les autres aspects de récurrence que l'on peut remarquer justement dans des schémas qui se répètent sont transmis. Ce n'est pas de l'ordre de mon domaine d'expertise, mais ce que je peux vous proposer, c'est que si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, prenez rendez-vous avec quelqu'un qui a une formation et une spécialisation en psychogénéalogie. Bien entendu, soyez intelligent, s'il vous plaît, avec qui vous allez faire ce travail. Il faut que ça clique, il faut que ça corresponde à quelque chose que vous vous dites, ok, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sérieuse, qu'elle a de l'expérience, qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle est posée, qu'elle est ancrée. Et puis voilà, avec tout ça, je vous laisse, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous avez envie de commencer un coaching avec moi ou d'être tenu au courant pour la prochaine session du programme d'auto-coaching, envoyez-moi un mail. Et puis voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez super soin de vous et puis à la semaine prochaine.